Over 2 decades ago, violin-playing brothers Eric and Olivier Slabiak created the band Les Yeux Noirs as a musical crossroads of Tzigane and Yiddish music. They carry on the legacy of these popular musical styles while inventing a new form. Canapé visits with the musicians at Drum in the East Village. C'est une musique qu'on a choisie par goût et puis qui est forcément affective puisque c'est une musique qui nous a été transmise par nos grands-parents, nos parents. Et puis nos parents qui ont voulu qu'on soit violonistes, mon frère et moi, nous ont forcément mis dans un bain musical depuis qu'on est tout petit. Je crois que dans l'inconscient collectif, il y a cette envie de sauvegarder peut-être un patrimoine. Et c'est vrai que quand on a commencé à jouer ce répertoire-là, c'était comme une évidence pour nous. Ils ont quitté la Pologne entre 1908 et 1920. Ils étaient chassés par les pogroms parce qu'ils étaient juifs. C'est inhérent à ces deux histoires des juifs et des tziganes, le malheur, hein, et c'est pas eux qui l'ont choisi, hein, c'est les autres. Donc nous, si on fait ça, je pense que c'est une manière de dire les nazis, les antisémites, les racistes n'ont pas entièrement gagné. C'est-à-dire que tant qu'on est là, tant qu'on fait cette musique, ils n'ont pas entièrement gagné. Mais c'est toujours à deux doigts, hein, c'est l'un ou l'autre. Enfin, tant qu'on peut encore s'exprimer sur scène, voilà, le fascisme ne l'a pas encore emporté. Il y a des mélodies traditionnelles qu'on arrange et donc on compose des tas de contre-chants et de mélodies intermédiaires entre les couplets par exemple, et puis il y a aussi des morceaux qu'on compose, et là on mélange vraiment yiddish et tzigane, les styles, les deux styles. Les deux ont des racines avec des gammes orientales, et on essaie au sein de la musique de rapprocher ces deux histoires-là, et je pense qu'elles conversent très bien, quoi. Elles se rencontrent très bien. J'ai un souvenir on est allé jouer il y a 1 an et demi en Indonésie. À un moment, il y a notre grand-mère qui chante en yiddish dans le spectacle, et il y a une fille voilée qui est venue. C'est génial parce que votre grand-mère, en fait, on a l'impression que c'est aussi notre grand-mère.
Et je pense que voilà, à travers la musique, on arrive à casser certaines frontières. Les gens qui viennent de leur propre chef sont des gens qui sont venus prendre du plaisir avec, en connaissance de cause. Mais quand on rencontre les enfants ou quand on fait des festivals dans des pays musulmans, et là les gens viennent simplement écouter de la musique, ils ne savent pas forcément d'où viennent ces musiques, là je pense que c'est intéressant, on rencontre les gens, on parle avec eux et ils se rendent compte effectivement, on est à peu près les mêmes, quoi. On parle à peu près de la même chose et on est touché par les mêmes choses. Et ce que disait Olivier sur la grand-mère, c'est vraiment une valeur universelle, quoi. C'est le respect et l'amour familial. Et ça, c'est valable dans toutes les sociétés. This year marked the 20th anniversary of Rendezvous with French Cinema at the Film Society of Lincoln Center. From the opening to closing night, the festival offered Francophiles and cinephiles a glimpse of France's best work. Canapé talks with leading directors Benoît Jacquot, Abdal Malik, and Claire Burger, as well as actress Élodie Bouchez. Excuse-moi, vous savez pas que je peux trouver un hôtel? J'ai raté mon train. Je rate souvent mes trains. Et j'ai besoin de prendre un peu l'air encore. Vous marchez avec moi? Oui. On se revoit 18h au jardin des Tuileries. J'y serai. Lui vient de Paris. Et c'est par hasard, en quelque sorte, il s'installe dans cette ville de province après avoir rencontré donc une des deux femmes qui vont le diviser presque mortellement. Enfin mortellement d'ailleurs, il s'installe en province, mais venant de Paris, donc il est comme un corps étranger littéralement là. La province, c'est ses deux filles, ses deux sœurs et leur mère, qui ont cette maison avec ses repas, où tout est réglé, où il y a Mais bon, c'est pas non plus quelque chose de si singulier que ça. Il y a ça un peu partout, mais en province, c'est vrai. En province, en France, c'est vraiment au premier plan. En France, personne ne dit jamais combien d'argent il a, ce qu'il gagne, quel est son état de fortune ou d'infortune. En France, c'est un secret. J'avais envie que le personnage central du film ait justement par métier, par fonction, un accès à l'intimité des gens à qui il a affaire. Inspecteur des impôts, ça m'intéressait, parce que pour avoir eu, comme tout le monde, affaire à des inspecteurs des impôts, je sais que ça peut aller très loin. Donc cet homme qui arrive de Paris, par amour, qui s'installe là, et qui en plus est en plein drame sentimental et secrètement familial, s'introduit dans un monde qui n'est pas le sien. Il y est accepté, mais jusqu'à un certain point, et il franchit ce point. Vous vous appelez comment? Sophie. Marc. Je suis tombée amoureuse. C'est vrai? Je suis très heureuse pour toi. Vous ressemblez un peu. Vous connaissez Sylvie? Non. Le film, je pense, en tout cas pour moi, donne une représentation assez authentique, sinon réaliste, assez authentique de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Voilà. Pas seulement la France parisienne. C'est pas une France révolutionnaire. Ah, ça sûrement pas. Alors ça non, manifestement non. On dirait que les Français ont fait une révolution une fois pour toutes et que après. Les bourgeois ont fait cette révolution une fois pour toutes. C'est eux qui l'ont faite. Voilà. Il y a eu ensuite une révolution populaire prolétarienne, un peu moins d'un siècle après, mais elle a été écrasée.
et elle continue d'être écrasée. C'est pas pour demain. Quoi donc, le soulèvement général? La commune, ouais, c'est pas pour demain. Ah non. Non, c'est pour, à mon avis, comme on voudra, heureusement ou malheureusement, c'est pour jamais, ça se passera autrement. Le défi de notre époque, le défi du XXIe siècle, à l'ère et à l'heure de la mondialisation, c'est le vivre ensemble. Voilà l'histoire du film en réalité. Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. Ok, il pleut sur la tête comme il pleure dans mon cœur. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous nous embarquez pour rien là? Oh, je parle comme je veux, ça se m'attrape, je te dis. Oh, toi t'es mon petit frère. Je parle comme ça aux gens, tu me fous là devant tout le monde. Mon personnage, moi-même, on a grandi dans un endroit où il y avait des Français bien blancs, mais il y avait aussi des Français, des Gitans, des Français d'origine maghrébine, des Français d'origine turque, des Français d'origine portugaise ou espagnole, etc. Et tous vivaient les mêmes problèmes parce qu'avant tout, finalement, c'était des pauvres. Et le problème, il est là, c'est-à-dire qu'on a beau racialiser les problèmes ou les rapprocher ou les rapporter à l'islam ou ce genre de choses, mais la problématique, c'est tout simplement une problématique des riches et des pauvres, en fait. Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling-bling. Brigitte va bientôt terminer ses études secondaires et ses notes sont excellentes. Nous nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté. En fait, c'est quoi Hippocampe là? C'est Hippocagne. Ah, pour moi, ça va rester Hippocampe. C'est Hippocampe, c'est Hippocampe. En réalité, le problème colonial est en France, c'est une plaie qui n'est pas cicatrisée. Et en réalité, on a bon jeu de pointer du doigt l'Amérique en disant, vous voyez, mais en vérité, en France, il y a aussi un racisme qui est systémique. Et ce racisme systémique est lié directement à l'histoire coloniale et à la manière dont on a traité les immigrés en France. Pour sortir de son milieu, on n'est pas nécessairement obligé de passer par des étapes violentes. Mais ce qui est sûr que ça a été le cas dans mon histoire de vie personnelle. Et je pense que dans un pays tel que la France, l'école républicaine devrait être suffisante pour transcender sa condition. Mais le problème, ça c'est des mots. Mais dans la réalité, lorsqu'on vient d'un milieu qui n'est pas privilégié, eh ben, on ne fait pas partie d'un certain club. Lorsqu'on vient d'un milieu qui n'est pas privilégié, on n'a pas la même qualité d'éducation. Donc, on n'a pas les mêmes outils que les autres, etc., etc. Alors, il y a des gens qui ont de la chance et qui s'en sortent. Mais c'est honteux qu'au XXIe siècle, pour s'en sortir, il faille avoir de la chance. Et surtout quand on est en Occident. C'est grave. C'est grave parce que ça va à l'inverse de tous les idéaux soi-disant portés par l'Occident, portés par l'Occident qui voudrait que l'éducation et le savoir soient suffisants pour transcender sa condition. Tu t'es choisi un prénom? Abdel Malik. On était au concert de la laiterie le mois dernier, c'était super. Tout le monde est au courant qu'on passe à Planète Rap ou quoi? Ah bien sûr. J'ai reçu une lettre du tribunal, frère. Je parle de JP, je vais prendre JP, j'ai appelé Planète Rap. Rappelle-toi le lycée, t'avais fait un choix. C'est vrai que Party Girl, en fait, c'est un film un peu singulier parce que 3 réalisateurs, c'est pas très courant. Et en fait, Samuel et moi, on a grandi tous les deux dans la région qui est filmée, en Lorraine. Donc la famille de Samuel, Angélique, je la connais depuis très longtemps, je la connais depuis 20 ans. Alors à la fin de mes études à l'école de cinéma, j'ai fait un premier court-métrage, effectivement, dans lequel Samuel jouait, et sa famille également. Et Marie a participé à l'écriture du film et a collaboré tout du long du processus. Mais quand l'idée est venue en fait, de faire un long métrage sur ce sujet, sur cette famille, il y avait une évidence à travailler ensemble tous les trois. C'est quoi ton prénom? Moi, tu veux savoir comment je m'appelle? C'est Angélique. Bien sûr, elle travaille avec des hommes dans un contexte qui est chargé, mais c'est un choix qu'elle a fait et elle aime son métier. Bien sûr, elle le subit un peu, mais à la base, c'est elle qui décide
de sa vie, de ses choix et de son avenir. Dans le film, Angélique, effectivement, ressent de l'amour et un rapport presque de famille avec ses collègues de travail. C'est un film qu'on a voulu féministe, mais dans un féminisme particulier. Un film dans lequel Angélique n'est pas victime. Alors je t'ai manqué. Bien sûr que tu m'as manqué, sinon je ne serais pas là. Moi je veux tout faire avec toi, comme un couple. J'ai peur de faire une connerie. À un moment donné, il faut dire stop certaines choses. Hein. Ça me fera tout drôle de ne plus travailler. C'est vrai qu'elle comprend l'idée de sortir d'une relation professionnelle et d'engager avec lui une relation amoureuse. En réalité, elle comprend que sa relation, au fond, avec Michel, tient plus à son besoin de sécurité matérielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élan de sa part, de réel élan amoureux. Raconte comment tu m'as demandé la main. Allez, c'est mes enfants. Non, j'avais l'air un peu cucu, hein, franchement. Je m'attendais pas à te voir dans cette tenue. Pourquoi? Pour une fille de cabaret, là. Ça va pas? Moi, j'ai des doutes pour le mariage. Tu flippes, t'as peur, c'est normal, ça. Tu sais, moi, je panique un peu. Angélique, contrairement à beaucoup d'entre nous, c'est quelqu'un qui ne peut pas tricher. Et même si elle imagine qu'elle pourrait aimer cet homme, elle ne peut pas, en tout cas, se mentir, comme on pourrait, nous, et qu'on est nombreux, je pense, à le faire. Now I feel so much better. I used to be so fragile, but now I'm so wild. It's a director and a filmmaker where I recognize myself, you know, as a person, as an actress. And I read the script, and I love the script. And the character jumped to me, you know, and I was like, I want to do it. I want to be part of this film. But me, I was very quiet about it because I knew that I wanted to be part of the film. So I went to audition, and I did one scene with my proposition, and he just loved it, and he gave me the part. So I was very happy. This movie is as weird as a strange dream is, and it talks about cinema too, and about how it can become absurd to make a movie. Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Comme je disais, ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre. Bon, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais subitement, les postes de télévision deviennent très méchants. Partout sur Terre? Ouais. C'est-à-dire que les télés envoient des ondes très puissantes qui font cramer les gens de l'intérieur. The scene has been inspired by a real situation where Quentin Dupieux has been in, you know, like pitching a movie to a producer. I don't know who the producer is, the real one, but this scene really happened somehow. And also myself as an actor, sometimes you end up being in a situation where it's so absurd that you think you would put that in a movie, you wouldn't believe it, you know, because there's such a game of power, you know, in this business of ego and stuff that, and you think you would put that in a movie and nobody would believe it. That's also part of the show business. Jason, t'entrain. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège. Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con? Hé, Kubrick mes couilles. The poet makes himself a seer by a long, prodigious, and rational disordering of all the senses. So wrote the youthful 19th century French poet Arthur Rimbaud. But later in his brief life, he embarked on a colonial journey to Africa and the Middle East. The Canopé explores Rimbaud's life in Aden, Yemen, in the 1870s, as presented in a recent exhibit in Paris.
Donc ici, c'est un lieu particulier, c'est l'espace Reine de Saba. Donc c'est un centre culturel qu'on a créé à l'origine il y a 27 ans, qui est au cœur de Paris et qui présente des événements culturels liés au monde arabe, liés de la Méditerranée jusqu'au Golfe Persique et l'océan Indien. Et pour cette exposition, qui est la 79e que nous présentons ici, c'est une exposition très particulière qui présente les derniers moments de la vie d'Arthur Rimbaud au Yémen, à Aden. Donc elle est intitulée « Aden, Arthur Rimbaud, Enfer et Paradis ». Donc c'est une exposition qui commémore les 160 ans de la naissance d'Arthur Rimbaud et qui présente donc les différents caractères de cette ville, de ce volcan, et puis aussi pourquoi Arthur Rimbaud, à l'âge de 26 ans, 27 ans, arrive là-bas jusqu'à la fin de sa vie. Il fera de nombreux séjours à Aden, au Yémen et en Éthiopie, qu'on appelait à l'époque l'Abyssinie. Me voici sur la plage armoricaine. Que les villes s'allument dans le soir, ma journée est faite, je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons, les climats perdus me tanneront. Nager, broyer l'herbe, chasser, fumer surtout, boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant, comme faisaient ses chers ancêtres autour des feux. Je reviendrai, avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or, je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes, retour des pays chauds. Je serai mêlé aux affaires politiques, sauvé. Maintenant je suis maudit, j'ai horreur de la patrie. Le meilleur, c'est un sommeil bien ivre sur la grève. Tout ce qu'il a écrit dans Une saison en enfer était pour ainsi dire prémonitoire. Et c'est pour cette raison qu'ici, on présente donc dans cette petite vitrine différents exemplaires d'Une saison en enfer, qui est le seul ouvrage qu'il a publié lui-même en 1873 à Bruxelles. Eh bien, ça fait écho à cette vie rugueuse passée là-bas. Arthur Rimbaud, en fait, avait tout vécu en France et en Europe. Il a écrit de la poésie, il a été le précurseur des surréalistes. Il est considéré qu'à travers la poésie, on pouvait changer le monde. Il faut être moderne. Et cette poésie, il croyait qu'on pouvait évoluer, se moderniser, comprendre d'autres choses. Arthur Rimbaud, en fait, s'est heurté à l'incompréhension. Il était trop moderne. Donc il a tout largué. Et il a tout largué parce que, en fait, il voulait s'exiler, quitter l'Europe, quitter la France, quitter le climat, quitter Verlaine, quitter les poètes douteux, quitter l'époque avec la guerre avec les Prusses, quitter l'époque de Napoléon III. L'homme pâle, le long des pelouses fleuries, chemine en habit noir et le cigare aux dents. L'homme pâle repense aux fleurs des Tuileries. Et parfois son œil terne a des regards ardents. Car l'empereur est saoul de ses 20 ans d'orgie. Il s'était dit « Je vais souffler la liberté bien délicatement ainsi qu'une bougie. » La liberté revit. Il se sent éreinté. Il est pris. Oh, quel nom sur ses lèvres me tressaille, quel regret implacable le mord. On ne le saura pas. L'empereur a l'œil mort. Il repense peut-être au compère en lunettes et regarde filer de son cigare en feu, comme au soir de Saint-Cloud, un fin nuage bleu. Il arrivera au printemps 1880 et il passera donc les 11 dernières années de sa vie dans ce secteur. Et pour y travailler, donc il a travaillé dans le café, il a fait de l'importation de crucifixes, de casseroles, il a vendu des plumes d'autruche, du musc de civette, et puis il a aussi fait du commerce d'armes une seule fois, il a monté une caravane d'armes, et là ça a été pour nous, les Rimbaldiens, les spécialistes de Rimbaud, bien ça a été une manière de comprendre et d'analyser, de décrypter
qu'a-t-il fait de maudit? Le poète maudit. Donc il a fait une fois du commerce d'armes, mais il n'a jamais fait de commerce d'esclaves. Rimbaud, esclavagiste, a-t-on écrit? Ça ne l'a pas été. Il a été dans la poésie, dans la spiritualité, dans la création artistique et littéraire, et après il a été dans la vie basique, complètement de terrien, et il s'est exilé dans une impasse. Et il espérait toujours partir. La vie de Rimbaud, c'est toujours la fuite. Être là, mais partir. Partir à Zanzibar, partir au Japon, partir à Panama, rentrer en Europe, partir en Italie, marcher. It's a green hollow, where a river is singing, crazily hanging on the grass's rags of silver, where the sun from the proud mountain is shining. It's a valley bubbling with sunlights. A young soldier, his mouth open, his head bare, and the nape of his neck bathing in the cool blue watercress, is sleeping. He is stretched out on the grass, under the skies, pale in his green bed, where the light falls like rain. Feet in a gladiolus, he is sleeping, smiling like a sick child would. He takes a nap. Nature rock him warmly. He is cold. Fragrances do not make his nostrils quiver. He sleeps in the sun, hand on the breasts, peacefully. He has 2 red holes in his right side. Mm-hmm.